les gens préféraient vivre tranquille, faire des voyages à partir de Nice vers Paris, vers l'Europe, etc., plutôt que de vivre dans cette atmosphère lourde qui était l'atmosphère de la Russie de Nicolas Ier. Mais par la suite, d'abord ces familles se sont bien implantées. On considère qu'il y avait de l'ordre de 120, 130 familles au moment de la création de l'Église. Il y avait déjà, vers la fin du XIXe siècle, il y avait de l'ordre de 400 propriétés russes, si vous voulez, à Nice, ce qui n'est pas énorme, mais 400, ça veut dire qu'il faut multiplier par 4, 5, pour avoir le nombre de personnes qui, et peut-être même plus, de personnes qui séjournent. Et puis, il y a la création du chemin de fer, qui va désenclaver complètement Nice, puisque Nice était enclavée, il y avait une rivière, bon, c'est un fleuve, hein, mais c'est un petit fleuve qui n'est pas très profond, mais néanmoins, ça ne facilitait pas la communication. On va construire des ponts, donc il va y avoir un désenclavement, et surtout, on va appeler d'ailleurs ce chemin de fer le chemin de fer des Grands-Ducs, puisqu'il va y avoir des wagons qui seront dans lesquels on pourra monter à Saint-Pétersbourg et terminer à Nice. D'abord, pour les raisons que je vous ai expliquées, on respirait mieux ici. Les gens préféraient vivre tranquille, faire des voyages à partir de Nice vers Paris, vers l'Europe, etc., plutôt que de vivre dans cette atmosphère lourde qui était l'atmosphère de la Russie de Nicolas Ier. Mais par la suite, d'abord ces familles se sont bien implantées. On considère qu'il y avait de l'ordre de 120, 130 familles au moment de la création de l'Église. Il y avait déjà, vers la fin du XIXe siècle, il y avait de l'ordre de 400 propriétés russes, si vous voulez, à Nice, ce qui n'est pas énorme, mais 400, ça veut dire qu'il faut multiplier par 4, 5, pour avoir le nombre de personnes qui, et peut-être même plus, de personnes qui séjournent. Et puis, il y a la création du chemin de fer, qui va désenclaver complètement Nice, puisque Nice était enclavée, il y avait une rivière, bon, c'est un fleuve, hein, mais c'est un petit fleuve qui n'est pas très profond, mais néanmoins, ça ne facilitait pas la communication. On va construire des ponts, donc il va y avoir un désenclavement, et surtout, on va appeler d'ailleurs ce chemin de fer le chemin de fer des Grands-Ducs, puisqu'il va y avoir des wagons qui seront dans lesquels on pourra monter à Saint-Pétersbourg et terminer à Nice sans faire de changement, c'est-à-dire on reste dans son wagon. Donc c'était le train des Grands-Ducs. Il n'y avait pas que des Grands-Ducs qui l'empruntaient, mais enfin les Grands-Ducs, ça flattait, comment dirais-je, l'imaginaire. Et puis, parallèlement au développement de Nice et de la communauté russe de Nice, il va y avoir le développement de la communauté cannoise, puisqu'à Cannes, il y a là aussi une église qui va être construite plus tard, et puis il y a Cannes, Nice, Menton et San Remo. C'est-à-dire, vous avez 4 lieux où il y a 4 églises, de véritables églises. Alors évidemment, celle de Nice, dont je parlais tout à l'heure, je ne vais pas l'anticiper, est infiniment plus développée que les autres, mais les autres sont aussi très marquantes pour les villes où elles sont implantées, parce qu'il y a des personnages importants, parce qu'il y a des personnages historiques qui les fréquentent et qui sont à l'origine de leur création. Voilà, je suis tout à fait ouvert à répondre à des questions, si vous avez des questions. Je regarde l'heure pour être sûr. Oui, non, nous sommes dans le temps. Voilà, si vous avez des questions, si vous n'avez pas de questions. Vous avez parlé d'une communauté orthodoxe autre que les Russes. En quelle langue se faisaient les En slavon. En slavon. Alors, la langue de l'Église orthodoxe est la même
pour tous les pays, enfin était la même pour tous les pays orthodoxes slaves. Hein. Donc on a, vous savez, les orthodoxes polonais, les orthodoxes bulgares, les orthodoxes serbes connaissent, enfin, utilisaient le slavon. Et puis petit à petit, dans certains pays, notamment en Serbie, on a glissé vers la langue vernaculaire, c'est-à-dire que on est passé vers le serbo-croate. En Russie, ça n'est pas le cas. Il y a quelques paroisses ou quelques prêtres qui essaient de favoriser la langue russe plutôt que le slavon, mais c'est quand même le slavon qui reste le slavon d'église. À l'époque, c'était sans aucun problème, c'était le slavon. Mais il faut savoir que ces gens qui formaient la communauté russe de Nice étaient francophones aussi. Et donc, très immédiatement, on a favorisé les deux langues. C'est par la suite qu'il y a eu un repli, identitaire, et qu'on a moins parlé français, on a moins parlé les langues vernaculaires, pour se retrouver entre soi. Vous voyez, cette idée d'entre-soi. À l'époque, au contraire, c'était des gens très cosmopolites qui venaient, pour lesquels, justement, ils étaient là parce qu'ils pouvaient, parce que le français était leur seconde langue, ou assez souvent leur première langue, hein, et donc, ils n'avaient aucun complexe de ce côté-là.